Vous regardez 64 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de notre débat. Il y a une semaine, le Louvre, le musée le plus visité au monde, était cambriolé en plein jour alors que des visiteurs étaient présents. Les cambrioleurs sont repartis avec les joyaux de la couronne. Les musées sont-ils devenus des bijouteries pour ces cambrioleurs? C'est le débat du jour. Bonsoir Frédéric Close. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de ce livre « Insécurité, stop à la descente aux enfers ». C'est paru chez Fayard. Il vient tout juste de sortir. Et nous sommes en direct avec Margot Serrano. Bonsoir. Vous êtes commissaire-priseur habilité, spécialisé dans l'expertise et la vente aux enchères de bijoux. Et bien sûr, le point de vue d'un directeur de musée s'imposait. Donc merci à vous, Jean-Luc Muret. Vous dirigez le Musée national des beaux-arts du Québec. Bonsoir, bonjour plutôt. Merci d'avoir accepté parce que beaucoup de vos confrères et consoeurs ont décliné l'invitation. On sent que le sujet est un petit peu sensible quand même. Alors on l'a appris aujourd'hui, deux suspects ont été interpellés. Ils sont entendus en ce moment même par les enquêteurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Frédéric Close? Est-ce à dire qu'on va pouvoir retrouver les bijoux rapidement? Alors ça ne veut pas dire qu'on va trouver les bijoux rapidement. Là-dessus, il y a une inconnue, mais l'enquête se déroule. Mais bien sûr, c'est une bonne nouvelle et je ne peux que saluer, en tant que représentant du syndicat des commissaires, la réactivité en 6 jours de la police judiciaire. Il faut aller très vite dans ce genre d'affaires? Il faut aller très vite, mettre immédiatement beaucoup de moyens sur cette affaire, ce qui a été fait, puisque la brigade de répression du banditisme a été mobilisée, la brigade de recherche d'intervention, la BRI, qui s'occupe des surveillances, des filatures, et l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui est spécialisé dans ce type de délinquance. Mais vous l'avez vu, bien d'autres services tous les services de police sont mobilisés. Voilà. Oui, vu l'ampleur effectivement l'ampleur de cette 88 millions quand même de préjudice, c'est ce qu'a dit la procureure de Paris. Est-ce que ça vous a surpris, Monsieur Muret, effectivement, tout le monde a semblé stupéfait par ce vol au Louvre, on le rappelle, le musée le plus visité au monde. En fait, comme tout le monde, on a été sous le choc, mais éventuellement, c'est sûr que le concept même du musée, c'est un concept à risque. On regroupe dans des institutions ce qu'il y a le plus beau, de plus merveilleux, de plus extraordinaire. Donc, toute notre empathie va pour Mme Descartes et son équipe qui affrontent un moment extrêmement difficile. Et heureusement, on parle beaucoup de ce cas-là actuellement. Ça n'arrive pas souvent en proportion, heureusement. Alors ça n'arrive pas souvent, mais ça s'est multiplié. C'est pour ça qu'on s'est posé la question, est-ce que les musées sont devenus une nouvelle bijouterie? Parce qu'il y a eu Dresde, donc en Allemagne, en 2019, ce n'est pas si loin. Là aussi, des bijoux ont été volés, au Royaume-Uni également, en France, avec de l'or. Donc Margot Serrano, c'est parce que c'est plus simple en fait de dérober des bijoux pour après ensuite les retailler, les revendre? Alors, je ne sais pas si c'est plus simple de les dérober. En revanche, il est certain que oui, c'est plus facile d'écouler des bijoux, étant donné qu'ils ont cette faiblesse, si je puis dire, de pouvoir être dessertis. Le métal peut être fondu. C'est souvent de petite taille en plus, donc ça peut facilement passer les frontières également, puisque ça ne sonne pas à l'aéroport. Donc oui, c'est d'autant... on peut les glisser dans sa poche. Enfin, vraiment, ça peut être aussi simple que ça. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Alors, le métal sonne, bien sûr, quand vous êtes à l'aéroport. En revanche, les pierres, non, elles ne vont pas sonner, par exemple. Donc oui, c'est ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est très petit, donc on peut passer facilement les frontières avec. Donc, ça en fait vraiment des cibles privilégiées, d'autant plus que c'est couplé avec une augmentation assez phénoménale du cours de tous les métaux, l'or, l'argent, le bronze, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut élargir le débat. Et à mon sens, ce ne sont pas que les bijoux qui sont en danger, mais bien tous les objets qui sont en métal précieux. Et je considère que le bronze est aussi un métal à risque, entre guillemets. Il y a d'ailleurs de plus en plus de vols de monuments publics ou de ce genre de choses pour être fondus parce que ça a une valeur. Ce sont des matériaux qui ont un cours. Frédéric Close, justement, est-ce que la police est alertée sur ces risques? Alors, la police est alertée, et bien sûr, il y a une coopération avec l'ensemble des musées. Mais aujourd'hui, il y a une grande vulnérabilité. La preuve sur ces musées, puisque
On parlait de Dresde, mais même en France, le muséum d'histoire naturelle a été cambriolé. Les cambrioleurs ont pu rester d'ailleurs très très longtemps avec des pépites d'or et un butin qui était conséquent. Le musée de la porcelaine de Limoges a été également cambriolé il y a peu de temps. Et je crois que le préjudice était autour de 6 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Quant au musée du Louvre, effectivement, il va y avoir des questions très importantes à se poser sur la sécurité du musée, la sécurité périmétrique, l'absence de baroudage, la facilité avec laquelle les cambrioleurs ont pu pénétrer et tranquillement... Au-dessus de tous, mais on va y revenir sur le problème de sécurité, mais c'est vrai que, juste pour revenir sur ces proies faciles, peut-être les bijoux, Monsieur Muret, vous avez listé, voilà, on parlait du bronze tout à l'heure avec Margot Serrano, pour vous, il y a des pièces qui pourraient susciter la convoitise dans votre musée ? En fait, il y a eu des vols spectaculaires au Musée des Beaux-Arts de Montréal et chez nous dans les années 60 et 80. Essentiellement des œuvres d'art qui ont, pour la plupart, soit été abîmées ou jamais retrouvées. Et moi, je mettrais un bémol quand même sur le fait que les musées sont devenus des cibles faciles pour les voleurs. Parce que c'est sûr que, on en parlait tout à l'heure, le risque zéro est presque impossible. Et c'est du sérieux, la sécurité dans les musées. On déploie énormément de moyens et de sous pour être à l'avant-garde de tout ce qui se fait au niveau de la prévention du vol, du vandalisme. Et ça va au-delà de ça aussi, on parle de toute la protection des œuvres dans leur intégrité de façon normale. En fait, dès qu'une œuvre est dans l'espace public, elle est en danger. Donc, je mettrais un bémol, même s'il y a des événements spectaculaires, il y a beaucoup de moyens qui sont déployés pour déjouer les vols de ce type-là. Margot Serrano, juste un mot effectivement sur la difficulté de retrouver ces objets. J'ai vu ce chiffre, seuls 15% des objets volés sont retrouvés. On l'a vu à Dresde, tout n'a pas été retrouvé. Pourtant, ces pierres, elles sont décelables. Vous qui avez l'habitude d'expertiser ces bijoux, elles sont quand même suivies. Alors, j'ai pas la réponse à cette question. J'espère, étant donné qu'on parle quand même des collections du Louvre, que les bijoux qui comportaient des pierres très importantes, telles que par exemple il y a la broche reliquaire qui était ornée de diamants exceptionnels qui ont été offerts par Mazarin à Louis XIV. J'espère que des gémologues et des conservateurs ont étudié ces pierres et ont réalisé des certificats de gémologie sur lesquels on verra effectivement apparaître des inclusions typiques. Et si c'est le cas, oui, on devrait pouvoir retrouver leurs traces si les diamants ont été retaillés. Grâce à ces études, c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'on fasse des rapprochements avec des pierres, notamment avec le diamant bleu de Louis XIV. On a pu prouver qu'il s'agissait de la même pierre que le Hope qui est actuellement conservé aux États-Unis. Cependant, on aura un peu plus que nos yeux pour pleurer parce que même si on les retrouve, même si on retrouve les pierres nues, ça n'aura plus de sens de les exposer. On va pas exposer des émeraudes seules sans le bijou. Là, ce qui faisait la magie de ces objets, c'était tout le travail. Alors, ce sont des trésors de la nature, ces pierres, c'est vrai, mais ce qui faisait la beauté de ces objets, c'était toute la main de l'homme, tout le travail joaillier exceptionnel qu'il y avait autour de ces pierres. Donc, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, même si on retrouve les pierres. Ce côté patrimonial, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus susceptibles que d'autres vous nous l'avez expliqué, Margot Serrano, on peut transporter ces bijoux, ces pierres. Est-ce qu'il y a certains pays qui sont connus pour être plutôt, j'allais dire, coulants, pardon pour le terme, Frédéric Lose? C'est-à-dire coulant. C'est-à-dire, effectivement, on sait que si on va dans ces pays-là, on pourra écouler la marchandise. Il n'y a pas spécialement de pays qui sont coulants. Après, dans tous les marchés importants, par exemple sur la joaillerie, il y a le site d'Anvers. Les gens sont bien sûr des gens extrêmement sérieux et honnêtes, mais vous avez forcément à côté un marché parallèle et des gens qui le sont moins. Et Margot Serrano, même question pour vous. Est-ce qu'il y a certaines places qui sont connues ? Non, je ne saurais pas vous dire exactement quel est le meilleur endroit. Moi, ce que je peux dire en revanche, c'est que je pense que c'est pas la France en tout cas, parce que nous on a un arsenal juridique, on a l'OCBC qui est un peu notre FBI, on va dire, du patrimoine. Les transactions en espèces sont de plus en plus limitées. Voilà, je pense pas que la France soit le meilleur des pays pour écouler ce type de bijoux. Après, où ça va être fait, je n'en ai aucune idée, mais je pense que comme tout crime entre guillemets et tout vol, plus c'est loin du lieu où ça a été volé, mieux c'est.
Donc voilà, je pense que ça sera loin de chez nous. Alors vous avez beaucoup parlé de la sécurité, hein, Jean-Luc Muret, vous avez insisté sur le fait que vous dites que les musées font tout pour assurer la sécurité des œuvres. Laurence Descartes, qui est la directrice du Louvre, a été entendue par le Sénat sur ce vol et voici ce qu'elle a déclaré. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie d'Apollon a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque, à de nouveaux modes opératoires qui n'avaient pas été envisagés et auxquels il faut que nous réagissions, bien sûr. C'est vrai qu'il était surprenant ce mode opératoire avec cette nacelle, au vu et au su de tout le monde, le musée était ouvert. Frédéric Close, est-ce qu'elle a complètement tort, Laurence Descartes? Parce que je sais que vous êtes assez critique. Oui, je reste critique parce que, non pas parce que je cherche un bouc émissaire ou parce que ça serait facile, mais d'abord, en termes de sécurité, on sait que les vols à main armée dans les banques et chez les grands bijoutiers, Place Vendôme, etc., il y en a de moins en moins, alors que dans les années 70-80, les banques étaient des cibles. Mais elles ont pris des mesures. Elles sont professionnalisées sur la sécurité. Il y a eu des mesures de prévention situationnelle, des mesures très importantes pour éviter notamment les vols à main armée, les vols, les cambriolages. Je reste critique dans la mesure où je ne dis pas que rien n'a été fait. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce qui a été fait. Mais un musée comme le musée du Louvre, avec 9 millions de visiteurs, premier musée visité au monde, dans le pays le plus touristique du monde, qui est la France, c'est notre pétrole un peu le tourisme, on peut venir se mettre sur un trottoir, monter sur une nacelle en 3 minutes avec une disqueuse, rentrer dans une fenêtre où il n'y a pas de barreaux, casser la vitre finalement très facilement, parce que 3 minutes, il n'y a aucune résistance, bien évidemment, que ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant. Je veux dire, il y a quelque chose qui est... Imaginez, par exemple, l'inverse. Si vous allez, vous mettez à côté de la Banque de France, vous allez voir ce qui va se passer. Vous mettez une nacelle et vous essayez de casser et de rentrer pour récupérer l'or là-bas. Mais immédiatement, la Banque de France n'est pas un musée, tout n'est pas comparable. Mais quand même, ça veut dire que la Banque de France est très protégée, alors que ces énormes vulnérabilités, le fait de pouvoir venir sans barreaux, casser une fenêtre et repartir, et avec des bijoux qui restent, et une nacelle qui vient un dimanche, et qui, avec une surveillance périmétrique qui est lacunaire, mais évidemment. Alors Jean-Luc Muret, effectivement, est-ce que vous allez accepter de prêter des œuvres? Alors c'est pas dans les, j'imagine pas demain, mais est-ce que ça vous dit pas en tant que directeur d'un musée au Québec, dire bah finalement en France c'est pas si sûr que ça? Ben, j'ajouterais que les musées ont le défi, contrairement aux banques, de conserver une expérience pour les visiteurs qui est adéquate. Si on était constamment comme dans une banque ou une prison, là, les visiteurs, il y aurait une dimension de l'expérience qui manquerait. Donc, c'est comment on garde l'équilibre entre tout ça. En réponse à votre question, nous, on n'aurait aucune inquiétude de prêter les œuvres à nos collègues en France. D'ailleurs, on reçoit beaucoup d'expos qui viennent de France. On a fait une grande expo Picasso récemment. Il y a des normes internationales qui sont souvent plus strictes là, pour les objets qui sont hors collection, parce qu'entre autres, on est dans des partenariats. Il faudrait assumer à ce moment-là un risque immense. Si par exemple, ce vol-là avait eu lieu durant une expo au Québec, vous imaginez le fardeau qu'on aurait dû assumer. Mais je rappelle aussi que vraiment les musées, c'est une créature qui vient avec ses risques et justement les attentes des visiteurs par rapport à des muséographies de plus en plus spectaculaires créent du risque aussi. Donc, je comprends le commentaire de votre expert de la sécurité à tout prix, mais il faut se rappeler ce que c'est un musée aussi. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Alors, est-ce que ce n'est pas la même chose au Canada, au Québec, hein, là, les crédits attribués au patrimoine reculent de 7% dans le budget 2026 hein, en France. Vous avez un budget conséquent. Est-ce que vous pouvez nous dire combien? Oui, en fait, nous, on est un musée d'État comme le Louvre, donc on est aussi tributaire quand il y a des coupures, par exemple, qu'est-ce qu'on décide de couper. La sécurité, c'est souvent un item qu'on regarde parce que ça ne touche pas directement ou c'est presque invisible. Mais je vous dirais que pour nous, là, on a aussi la chance d'avoir des bâtiments qui sont récents. Donc, on a un nouveau pavillon, le pavillon La Sonde, on est en train d'en construire un nouveau. Et souvent, les bâtiments récents offrent beaucoup plus d'espace
base pour imaginer la sécurité ou les systèmes de sécurité qu'un bâtiment ancien très complexe comme celui du musée du Louvre. Je ne cherche pas à excuser mes collègues français, mais j'essaie d'amener de la nuance parce que justement, c'est très malheureux s'il arrive. 2, ça fait beaucoup parler des musées, tant mieux. Et 3, plus on parlera des objets volés, peut-être moins il y aura de chances que ces objets-là soient détruits ou perdus à tout jamais. Alors, Laurent, donc, à tout malheur, il y a des choses qui sont bonnes quand même. Effectivement, il y aura peut-être un avant et après, d'ailleurs, ce vol spectaculaire. Laurence Descartes a demandé à un commissariat, c'est la directrice du Louvre. Réponse du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, non, ça ne sert à rien. Il a raison ou pas? Oui, il a raison. On ne peut pas mettre un commissariat derrière ou dans chaque monument historique. Puis un commissariat a des missions multiples, polyvalentes. Là, en l'espèce, la police est intervenue très rapidement. Ça n'aurait rien changé s'il y avait eu un commissariat. Le commissariat, d'ailleurs, d'arrondissement est, je crois, à 3 minutes. Donc le problème n'était pas là. C'est pour ça que je viens sur des choses extrêmement concrètes et simples. Pourquoi il n'y a pas de barodage ? Pourquoi, avec une disqueuse, on rentre en 3 minutes? Pourquoi le système de vidéoprotection? C'est les questions fondamentales. De façon périmétrique, n'est pas assez optimale pour aller détecter une nacelle un dimanche. Donc, encore une fois, il y aura un avant et après. Là, il y a des questions. Là où je suis d'accord avec votre expert, le directeur de musée du Québec, c'est que dans tout malheur sortira quelque chose de positif. Mais on est obligé quand même de prendre ses responsabilités et de regarder ce qui s'est passé. Je veux dire, on n'a pas simplement cambriolé un magasin important. On a cambriolé un magasin, on a cambriolé un site, un musée qui est ouvert au public, dont je ne mésestime pas la difficulté de le sécuriser, notamment un vieux bâtiment pour le mettre aux normes avec des câbles numériques. Mais par exemple, vous avez 2/3 des pièces qui ne sont pas vidéosurveillées aujourd'hui. Dans la mesure où vous avez une recrudescence des vols dans les musées au niveau international, peut-être parce que aussi la criminalité organisée se déplace, puisqu'il est de plus en plus difficile de faire des vols à main armée. Donc maintenant, on va essayer d'aller chercher, par exemple, des œuvres d'art ou des diamants qu'on peut dessertir ou fondre, etc. On aurait dû, depuis longtemps, remonter le niveau de vigilance, même si je suis d'accord qu'un musée n'est pas un bunker. Mais quand vous avez 90 millions qui sont exposés... C'est ça, mais toute la difficulté, on a bien compris grâce à ce débat, la difficulté, il faut montrer ces œuvres appartiennent, c'est notre patrimoine, mais il faut aussi les sécuriser. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé au débat de 64 minutes.